partout en France. Alors, Non, ça c'est à Guérande. Muriel, vous êtes sur la photo, Muriel? Vous êtes... Non, sa mère est là. Avant M. Sénat. Non, la sienne est là. Pour résumer l'histoire. Ceux-là, on ne sait pas qui c'est, d'ailleurs, très bien. Les deux petits. Après, M. Sénat qui parle, c'est chez moi. Et là, la musicienne de la grammaire. alors on vous a mis une chaise ici, mais peut-être que C'est le téléphone. Donc, et le là. La photo, c'est אחת voilà la pièce où a lieu la cérémonie. On voit Mamita avec la représentation des mariages des deux sœurs disparues et papa. On dirait qu'il nous voit, mais parce qu'il ne m'entend pas. C'est pas grave, ça va, vas-y. T'es content? On va continuer. Merci. Il faut la faire à moitié, il faut appuyer. C'est comme ça. Profitez-en les filles, hein. C'est ma maman. Ah, salut Mimi. Jack. C'est Jackie, ça va? Salut Pierrot. Elle ne va pas te parler, c'est pas grave. Elle demande comment vont tes enfants. Tes enfants. Oui, bien. Il y en a un là à côté qui est super content d'être là aussi. La fois c'est l'idée qu'on a connu à Moulin, on leur donne toute petite, Nana elle est toute grande. On s'est rencontrés dans le train et on a passé 2 heures dans le train à papoter, c'était génial. Voilà.
belle introduction. Je voudrais d'abord, bien sûr, accueillir M. Robert Wagner, petit-fils d'Isabelle Veil, Madame Lola Wagner, arrière-petite-fille, M. Jacques Sacher, bien sûr, Madame la directrice de cabinet du préfet de la région Grand Est, le préfet du Bas-Rhin, Madame Juliette Trignat, Monsieur le ministre de l'ambassade d'Israël en France, M. Daniel Saya, Madame la représentante du président de la région Grand Est, Chère Catherine Zimmer, Messieurs les représentants des autorités religieuses, et bien sûr Monsieur le grand rabbin Veil et Monsieur le représentant de l'archevêque Monseigneur Pfeffer, Mesdames et Messieurs les élus, et plus particulièrement Henri Dreyfus, conseiller municipal, et Nicole Dreyer, adjointe au maire, qui était l'an dernier au mémorial Yad Vashem pour représenter le maire. Je voudrais aussi bien sûr saluer celui qui a pris l'initiative de cette cérémonie, de cette remise ici à l'hôtel de Ville, monsieur le délégué du comité français de Yad Vashem, monsieur Didier Serre. Chères familles, chers amis, une cérémonie aussi particulière que celle-ci s'appréhende toujours avec une très grande humilité. Au regard du parcours de vie des personnes honorées, au regard de ce qui a été accompli par ces mêmes personnes. Humilité aussi, mais bien sûr aussi une reconnaissance infime par rapport à ceux qui ont fait et par rapport à ce que cela peut interroger sur notre propre comportement et sur ce que nous aurions peut-être fait ou pas fait nous-mêmes au même moment. C'est aussi évidemment une émotion forte, celle de la mémoire de Isabelle Veil, mais aussi de ses 4 filles, en particulier Luna et Hilde, disparues, mais on pense aussi bien sûr à Émilie et Denise, qui ne peuvent pas être parmi nous. Je voudrais avant tout vous transmettre les très sincères salutations du maire de Strasbourg-Orlis, qui malheureusement n'a pas pu se libérer, absent de Strasbourg aujourd'hui, mais qui me charge de vous souhaiter une très chaleureuse bienvenue à l'hôtel de ville de Strasbourg. Nous savons tous combien le titre de juste est une juste récompense à tous ceux qui ont fait honneur à la France durant la période sombre de l'occupation, et parmi lesquels il est très heureux de compter des Strasbourgeois. Après Charles Althofer, l'ancien maire de Strasbourg, après Hélène Schweitzer, Pierre Bocquet, l'archiprêtre de la cathédrale de Strasbourg de 67 à 86, Louis et Jeanne Bieber, honorés ici même en juillet 2012, Isabelle Veil et ses 4 filles vont rejoindre la famille des quelques 25 000 personnes reconnues justes parmi les nations à travers le monde. Permettez-moi de commencer par adresser mes plus vifs remerciements à Didier Serre, délégué du comité français de Yad Vashem, qui a été non seulement, comme je disais tout à l'heure, à l'initiative de cette cérémonie, mais qui a souhaité lui donner une tonalité bien particulière. Il a en effet fait un choix essentiel en proposant de donner la parole à la petite-fille d'Isabelle Veil, Lola Wagner, qui nous fera tout à l'heure le récit du sauvetage de M. Jacques Sacher, présent parmi nous. Ce choix est celui d'un devoir qui incombe à chacun d'entre nous après les tragédies de la Seconde Guerre mondiale, le devoir de transmission. Je sais qu'au sujet de cette période la plus sombre de l'histoire de l'humanité, on a coutume de parler de devoir de mémoire. Un devoir qui a été vécu par beaucoup comme un impératif absolu, comme le souligne Elie Wiesel lui-même. En effet, nous avions le devoir de faire le travail historique indispensable de rappel des faits et de collecte des témoignages et des documents, notamment au regard de ceux qui voulaient en nier la réalité. Mais ne s'agit-il pas avant tout de tirer les leçons de l'histoire et d'aider les nouvelles générations à se construire et à aller vers une société plus humaine et plus juste? Oui, il est bien sûr indispensable de transmettre aux jeunes générations, en dépit de la difficulté à le faire aujourd'hui, ce que certains ont appelé l'innommable, cette expérience indicible dont Wiesel dira « J'ai essayé de remonter à la racine du mal pour transmettre un message qui excède la parole ». Il s'agit aussi de leur transmettre le souvenir de ceux qui ont dit non, ceux qui se sont engagés dans des mouvements de résistance, souvent au péril de leur propre vie, et de leur transmettre enfin le souvenir de ceux qui se sont engagés
à titre personnel, eux aussi, au péril de leur vie, ces citoyens que l'on pourrait qualifier de responsables et d'indispensables. Car dans la nuit noire de l'enfer nazi, il y a eu des étincelles, comme autant d'étoiles et de messages d'espoir pour l'humanité. Et parmi ces étoiles figure Isabelle Veil et ses 4 filles qui ont sauvé, caché, recueilli et choyé cet enfant de 4 ans que vous étiez en 1940, cher Jacques Sacher, et ce jusqu'à l'âge de 9 ans. On sait bien sûr l'importance d'un foyer aimant durant ces années si difficiles de l'enfance, encore plus quand le tumulte du monde génère les pires atrocités. Et c'est tout le mérite de l'État d'Israël, cher Daniel Saada, que d'avoir instauré dès 1963 ce titre de juste parmi les nations. La plus haute distinction civile décernée par une commission, présidée par un juge de la Cour suprême à des personnes non juives qui, au péril de leur vie, ont aidé des juifs persécutés par l'occupant nazi. On sait aujourd'hui l'importance qu'on sait juste sur le site de Yad Vashem à Jérusalem. Ils font partie intégrante de l'histoire et sont honorés à la hauteur de leur engagement. Cette distinction de juste parmi les nations participe incontestablement de ce devoir de transmission, de cette responsabilité qui est la nôtre. Oui, il me semble essentiel que partout en France et dans le monde, au travers d'installations telles que l'Allée des Justes, que nous avions inaugurée à Strasbourg en 2012, ou au travers de distinctions telles que celles que nous remettons aujourd'hui, que l'on ait de cesse de rappeler le souvenir à la fois des exactions, mais aussi de ceux qui ont fait rempart à la barbarie. Permettez-moi de citer une autre Veil, Simone Veil, cette Européenne convaincue, cette femme de talent et de conviction, elle-même rescapée des camps, qui nous a quittés cette année, et qui dit au sujet de cette distinction: en honorant ceux qui ont refusé de se plier à la fatalité de la volonté exterminatrice de l'idéologie nazie, la médaille des justes contribue à rétablir l'histoire dans sa vérité. De la même manière, faut-il rappeler qu'il y a précisément 20 ans, c'est à l'initiative de Simone Veil, que le président de la République, Jacques Chirac, a fait graver dans la crypte du Panthéon une phrase saluant leur action. Je la cite: « Bravant les risques encourus, ils ont incarné l'honneur de la France, les valeurs de justice, de tolérance et d'humanité. » Permettez-moi pour conclure de lire une partie du témoignage de Madame Émilie Veil, fille d'Isabelle. En octobre 1942, nous quittons Celles-sur-Plaine dans les Vosges. Nous avons passé la ligne de démarcation clandestinement et nous arrivons à Saint-Denis-des-Murs, en Haute-Vienne, chez Berthe et Alice, les cousines de papa, qui nous accueillent. Tante Camille, la sœur de papa, travaille dans une pouponnière à Limoges, où Jackie a été placée. Tante Camille le sort souvent et l'amène chez Berthe et Alice à Saint-Denis-des-Murs, car cet enfant n'a jamais de visite. Son papa était prisonnier de guerre et sa maman ne peut pas venir le voir. Au final, Berthe et Alice l'accueillent chez elle. Mamita, Isabelle, ma maman, avait tant rêvé d'avoir un garçon. Elle en avait perdu plusieurs en fausse couche. Elle s'en occupe beaucoup et Jackie va spontanément vers elle. Robert, mon papa, aurait sauvé le monde s'il avait pu, car il était bon et généreux. Mes parents ont observé que les cousines Berthe et Camille se disputent beaucoup et ils supportent mal vis-à-vis de l'enfant les chamailleries des cousines. C'est dans cet ensemble de circonstances qu'ils accueillent chaque Jackie chez nous. C'est le mari de la restauratrice du village de Buljov qui indique que c'est au moulin de Guérindou que nous pouvons nous installer pour être cachés. C'est donc là, avec Jackie, que ma famille s'installe jusqu'à la fin de la guerre. Bien sûr que nous avons des craintes d'être dénoncés par les voisins. Beaucoup de gens sont partis de la zone occupée, craignant les bombardements. Les voisins sont suffisamment intelligents pour ne pas parler. Ils sont gentils, généreux, surtout les paysans qui nous fournissent des paniers remplis d'œufs. Les gendarmes et monsieur le curé savent aussi que nous nous cachons au moulin. Ils ne nous dénoncent pas non plus. La famille Kahn, qui se cache dans une maison du village de Bujalov, est aussi protégée. J'ai déjà presque 15 ans quand Jackie arrive chez nous, mais il s'amuse bien avec ma sœur, Denise et moi. Je lui apprends à lire, à compter et à lasser ses chaussures.
Malgré la différence d'âge, on peut dire que les relations sont fraternelles, pleines d'affection. Loulou, ma sœur aînée, qui a déjà quitté la maison, l'emmène souvent à Limoges, puis à Périgueux. Quand il part, mon père ne veut pas voir que je vais pleurer. Il me demande de m'écarter. Je garde un lien éternel avec lui. Merci à Isabelle, merci à Laura, Yves, Émilie et Denise. La parole est à Monsieur Didier Serre, délégué du comité français du Yad Vashem. Mesdames et messieurs, les autorités civiles, religieuses, merci de nous accueillir dans ce beau salon de la ville de Strasbourg. Après la destruction du temple, Dieu dit aux enfants d'Israël, je vous donnerai un lieu, Yad, et un nom, Vashem. L'État d'Israël a fait de même après la guerre. L'Institut Yad Vashem de Jérusalem a été créé en 1953 par la loi du souvenir, du martyr et de l'héroïsme. N'étant dans les premiers temps qu'un centre de recherche pour les souvenirs de la Shoah. Depuis cette époque, différents musées ont été constitués sur cette colline de 18 hectares, surplombant Jérusalem. Le dernier en date a été reconstruit et inauguré en 2005. Celui-ci, très interactif, est conçu tel une immense brisure en béton brut qui traverse le site sur près de 200 mètres. C'est la blessure du passé qui s'ouvre vers l'avenir. Le long corridor du musée semble s'enfoncer vers l'enfer de la Shoah. Alors, grâce aux immenses baies vitrées, nous apercevons devant nous la lumière resplendissante de Jérusalem, avec ses nouveaux quartiers et la volonté de reconstruction. L'organisation de la visite de ce nouveau musée souligne que nous sommes à la croisée des chemins, d'un côté et d'autre de l'allée centrale. Le visiteur découvre les galeries comme d'autant de chapitres de l'histoire, tout en maintenant un contact visuel avec les autres extrémités du musée. Et des musées, je devrais dire, puisqu'il y a le musée des Beaux-Arts et le poignant musée des enfants. L'histoire de Yad Vashem en tant qu'institution est exceptionnelle. Initiative isolée de quelques rescapés de la Shoah au sein d'un nouveau pays, Yad Vashem, comme je le disais, s'est remarquablement développé au cours des années, jusqu'à devenir une institution de renommée mondiale qui influence un très nombreux publics en Israël et dans le monde. Yad Vashem est aussi une maison ouverte pour les survivants, tout en facilitant la connexion entre survivants et descendants, pour renforcer la capacité de ceux-ci à faire perdurer leur héritage. De la même façon que nous déployons de gros efforts pour documenter la Shoah en exploitant toutes les avancées technologiques à notre disposition, nous devons de penser à l'avenir de la transmission de la mémoire de la Shoah, afin de la rendre toujours pertinente. Nous pensons la responsabilité des futures générations en matière d'éducation et de perpétuation de la mémoire de la Shoah par la fameuse école d'enseignement qui a été inaugurée il y a peu de temps. Parce que nous sommes peut-être la dernière génération qui aura la possibilité d'écouter et de parler avec un survivant de la Shoah. Les jeunes doivent poser beaucoup de questions. Après avoir présenté Yad Vashem de Jérusalem, je voudrais vous présenter également les nouvelles offres proposées par notre comité français pour Yad Vashem. En effet, nous proposons un certain nombre de voyages inédits, un petit peu différents selon les publics. Hormis les expositions numériques
que vous pouvez voir sur notre site internet, nous avons 3 types de voyages organisés depuis quelques années. En premier lieu, depuis plusieurs années, avec l'aide de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, un voyage pour les jeunes gens et jeunes filles entre 18 et 30 ans est organisé. Jeunes gens et jeunes filles qui sont en descendance directe d'un juste ou d'une juste, est organisé gratuitement en Israël. Si les descendants de la famille Veil sont intéressés, ils peuvent se manifester par la suite. Deuxièmement, depuis 2013, le tout jeune réseau des villes et villages des Justes, c'est-à-dire des villes ayant inauguré des lieux de mémoire, comme l'allée des Justes à Strasbourg, ce nouveau réseau propose également un voyage en Israël aux maires et aux élus qui le désirent, comme ça a été le cas pour certains élus de Strasbourg. Enfin, une troisième et toute nouvelle proposition, depuis cette année, offre un séminaire pour un groupe de 25 enseignants à l'Institut international de Yad Vashem. C'est ce que Pierre-François Veil, président de notre comité, et Thierry Vincent, président du réseau Villes et Villages, ont souhaité depuis 2015. Et après un travail des équipes pédagogiques de l'École internationale à Jérusalem, ainsi qu'un programme adapté aux enseignants français, a permis l'envoi des premiers enseignants cette année. Notre comité espère, à partir de maintenant, permettre à une centaine d'enseignants par an de participer à ces séminaires à Jérusalem, et ainsi avoir un nouvel éclairage pluridisciplinaire sur les heures sombres de notre passé, ce qui leur permettra de les transmettre autrement et mieux. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous écoutons à présent le récit de Lola et Sophia Wagner, arrière-petite-fille d'Isabelle Veil. Nous sommes réunis aujourd'hui, ici à Strasbourg, pour rendre hommage à Isabelle Veil, notre arrière-grand-mère. Femme aux vertus et au courage exceptionnel, née Tsusunaga à Lima, au Pérou, le 10 avril 1895. Décédée à Strasbourg le 20 mai 1980. Elle avait épousé Robert Veil, notre arrière-grand-père, juif alsacien de naissance, et lui avait donné 4 filles lors du séjour prolongé que celui-ci fit au Pérou entre les années 1918 et 1928. Isabelle et Robert Veil sont décédés ainsi que 2 de leurs filles, Louisa et Hilde. Les 2 cadettes, Émilie, notre tante qui réside à Antibes, et Denise, notre grand-mère, à Strasbourg, ont respectivement 90 et 89 ans. Elles ont bien évidemment été informées de la cérémonie organisée pour leur mère, mais elles ne sont pas présentes avec nous car fatiguées par leur grand âge, elles ne peuvent plus répondre à certaines sollicitations, nous demandant notamment des efforts physiques. Isabelle Veil s'est distinguée au cours de la Seconde Guerre mondiale et a été reconnue par Yad Vashem, juste parmi les nations, et récompensée de la plus haute distinction honorifique délivrée par l'État d'Israël à des civils. Avant d'en arriver aux faits et comportements précis qui ont récompensé Isabelle Veil, il nous paraît nécessaire, pour la clarté des événements, de tracer rapidement le parcours de la famille Veil. Permettez-nous d'évoquer 2 citations pour illustrer notre propos. Tout d'abord, Victor Hugo, « Je ne suis pas un saint, je tâche d'être un juste ». Et Albert Camus, « C'est cela l'amour, tout donner, tout sacrifier, sans espoir de retour ». Camus veut dire par là sans attendre quelque chose en retour. D'après les informations recueillies au sein de la famille, il apparaît que Robert Veil, parti au Pérou avec la nationalité allemande en raison du statut particulier de l'Alsace à l'époque de son départ, et qu'il revint en Alsace fin 1928, début 1929. Son premier geste
française, puis, on peut le supposer, de préparer l'accueil et l'arrivée de son épouse et de ses 4 filles. Ceux-ci arriveront en effet en 1930. Parallèlement en Europe, Hitler prend le pouvoir, le fascisme prend de l'ampleur, la communauté juive subit des maltraitances de plus en plus sauvages qui se transformeront rapidement en pillage, destruction, déportation, violence, torture, assassinat et pogrom. Pour, dans les années 1942-1945, en arriver à une organisation structurée à grande échelle, des camps de concentration dans lesquels sera appliquée la solution finale. Ces atrocités déclenchées par le nazisme, l'invasion et la prise de contrôle des pays par les troupes ennemies feront leurs œuvres et se propageront rapidement à l'encontre de la population nationale, puis de manière plus ciblée sur la population juive et aussi vers un certain nombre de dissidents. C'est donc dans cet espace-temps de 1932 à 1945 qu'ont été vécues ces instabilités, ces invasions, ces déclarations de guerre qui ont bouleversé et ensanglanté la vie de bien des pays, de ses habitants, de différentes communautés dont la population juive qui subira et paiera un très lourd tribut, notamment en vie humaine. Pour avoir une chance de s'en sortir, et beaucoup n'ont pas eu, les Juifs devront fuir, s'échapper, se cacher. Robert Weil, exposé par ses menaces permanentes, choisit de se mettre avec sa famille à l'abri. On ne savait pas très bien à l'époque quelle attitude adopter face aux réactions éventuelles que l'on pouvait rencontrer par rapport à l'environnement dans lequel on se trouvait, face au comportement des autorités légales et illégales, et face à cette appartenance judaïque pour un membre de la famille par rapport à d'autres non directement concernés. Par sécurité et par souci d'une sauvegarde de la famille tout entière, Robert Weil opta dans son fort intérieur pour la seule issue possible, la sécurité globale. Et il partit se réfugier dans le Limousin, chez une de ses cousines, qui vivait dans une maison à Saint-Denis-des-Murs, près de Limoges. Le Limousin est une région qui a caché beaucoup de Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, mais qui a aussi été le théâtre de combats et de tueries sanglantes. Rappelons pour seul exemple Oradour-sur-Glane. L'histoire pourrait s'arrêter là, elle ressemblerait certainement à celle de milliers de familles juives à 100%, et même peut-être à celle de familles juives mixées, catholiques ou protestantes, qui à cette époque cherchaient des refuges les plus sûrs possibles, alors que d'autres avaient réussi à anticiper les événements et à fuir au-delà de l'océan Atlantique. Monsieur Daniel Sada, ministre de l'ambassade d'Israël en France, et qui va remettre la médaille ensuite. Monsieur le Premier adjoint, merci de nous accueillir dans cette mairie, dans cette salle. Donc on m'a dit qu'elle est chargée d'histoire, notamment de l'histoire de la construction européenne, et vous avez cité tout à l'heure le grand personnage qui a été Madame Simone Veil, qui a toujours conçu la construction européenne comme étant l'une des réponses à ce que nous évoquons aujourd'hui. Je suis conscient qu'une question se pose souvent à l'occasion de telles cérémonies, à savoir à quoi bon maintenir ces cérémonies alors que la plupart des témoins, des acteurs, ne sont plus en vie. Et j'espère que les quelques mots de mon propos tenteront de répondre à cette question sur l'intérêt de maintenir ces cérémonies. Je voudrais tout particulièrement remercier M. Didier Cerf, que je connais depuis de longues années, qui est le délégué régional de Yad Vashem, pour son travail inlassable au service de la mémoire. Merci beaucoup Didier pour tout ce que tu fais au service de ces cérémonies qui ont leur importance. Je voudrais également signaler la présence d'un ami, M. Pierre Thénard, qui est le directeur, un collègue et ami, Pierre Thénard, qui est le directeur des relations internationales de l'École nationale d'administration. Et enfin, saluer Monique Sacher, l'épouse de M. Sacher, qui a été longtemps un pilier de notre consulat à Paris. Chère Monique, ça me fait beaucoup de plaisir de te revoir aujourd'hui. Quiconque sauve une vie sauve l'univers tout entier. C'est la mention qui figure sur la médaille que je vais avoir l'honneur tout à l'heure de remettre, et qui symbolise ce que représente le fait de sauver une simple vie, une seule vie, un monde et un univers tout entier. Nous sommes réunis pour nous souvenir, mais aussi pour rendre justice à des personnes qui, en un temps de détresse, de terreur, de lâcheté, d'indifférence, un temps où les plus élémentaires droits de l'homme étaient bafoués,
un temps où la dignité humaine était refusée à certains simplement parce qu'ils étaient d'une religion plutôt que d'une autre, des personnes ont eu le courage, l'héroïsme de refuser tout cela. Ils ont eu la grandeur de se comporter tout simplement en hommes, dans le plein sens, la pleine valeur morale et humaine du terme. Je ne crois pas que cela était si simple, car en ce temps-là, se comporter en homme, c'était faire preuve de l'esprit le plus élevé de sacrifice et d'abnégation. Car il faut se rappeler cette époque, les traques, les rafles, les arrestations de femmes, de vieillards et d'enfants. La dénonciation florissait. Au mieux, c'était la passivité, l'indifférence. C'est dans ce monde impitoyable des vainqueurs, ce monde écrasé et momifié des vaincus, que des femmes et des hommes ont jailli pour sauvegarder la dignité humaine. Ces femmes et ces hommes ont agi en pleine conscience, il ne faut pas l'oublier. Ils ont agi en pleine conscience et en pleine connaissance de cause. Ils savaient quelle était l'ampleur du danger qui les menaçait, pas seulement eux, mais aussi leurs familles, leurs êtres les plus chers. Et pourtant, ils n'ont pas hésité. Ils ont choisi, ils ont accepté l'idée de la torture, peut-être même de la mort, pour accomplir un geste sacré et pourtant, somme toute, si simple. Tendre la main à son prochain. Tout simplement tendre la main à son prochain pour lui permettre de survivre. Face à ce que la philosophe et Hannah Arendt avaient qualifié de banalité du mal, les justes, en quelque sorte, ont opposé la banalité du bien. Les hommes et les femmes qu'ils ont ainsi aidés, qu'ils ont sauvés, ne leur étaient rien. Ils étaient des inconnus, des anonymes, souvent ni de la même religion évidemment, mais même souvent même pas du même pays. Pourtant, en agissant comme ils l'ont fait, ces héros, les justes, sont restés fidèles aux traditions de fraternité, de générosité, d'humanité, de leur propre religion, de leur propre pays. En sauvant des juifs, des êtres humains innocents, ils ont sauvé sans doute bien plus encore, ils ont sauvé la dignité de l'homme. Je ne crois pas qu'il y ait de remerciements suffisants pour cela. En œuvrant ainsi, ils avaient sans doute un espoir, une illusion, que les horreurs, que le monde abominable contre lequel ils luttaient ainsi étaient le fait de monstres et qu'un jour viendrait pour laisser la place à un monde meilleur et plus juste. Ce monde est venu. Le premier réflexe que nous a inspiré la barbarie nazie lorsqu'on a découvert son ampleur a été d'invoquer le Dieu de vengeance, El Netamot Hashem, Dieu de vengeance, vengeance pour tous ces crimes abominables qui ont été commis, vengeance pour toutes ces vies et tous ces mondes détruits à tout jamais. Mais comme l'a écrit notre poète national, Chaim Nachman Bialik, qui pourrait venger la vie d'un enfant? Nul ne le peut, pas même le Satan. Comment pourrons-nous venger la vie de 6 millions de nôtres? Le pardon, nous ne pouvions pas l'accorder, car justement ceux qui peuvent pardonner, ceux qui auraient pu pardonner, sont ensevelis sous les cendres d'Auschwitz, de Majdanek ou de Treblinka. Alors, entre le vengeance et le pardon, nous avons fait un choix, celui de la mémoire. Nous avons choisi la mémoire plusieurs fois millénaire, mais aussi la mémoire de toute l'humanité, tout entière, une mémoire qui nous impose la vigilance de chaque instant, car nous savons combien la bête immonde de l'antisémitisme, de la haine et du racisme peuvent rebondir à chaque instant. Les justes ont pris une dimension nouvelle. Ils ne sont plus seulement les héros d'une époque, d'un moment. Ils sont le symbole de ce que le monde libre et digne continuera, survivra, quoi qu'il arrive. Pour cela aussi, et peut-être aussi, surtout pour cela, nous devons leur dire merci. Voilà pourquoi une telle cérémonie aujourd'hui. En plantant un arbre symboliquement au nom des justes à Jérusalem, l'État d'Israël souhaite perpétuer, enraciné dans une terre profondément, dans une terre de liberté, retrouvée après 2000 ans d'exil, une terre d'où sont issues nos religions, nos principes moraux. Le nom de ceux grâce à qui ces principes continueront d'être la lumière que nous suivrons.
Mesdames et Messieurs les ayants droit de feu Madame Isabelle Veil, née Zouzoulaga, la médaille et le diplôme que je vais avoir l'honneur de vous remettre sont l'expression symbolique du profond respect et de la reconnaissance de tout le peuple juif envers vous, nos frères et nos sœurs en humanité. Remercier au nom de ma famille, parce que nous, on reçoit cette médaille, on reçoit notre famille, notamment de mes tantes, de Mignonne, de ma mère Vénivaille, j'oublie pas mon oncle aussi, Karine Ancan, de tous mes cousins. C'est en leur nom qu'on reçoit cette médaille, et on en est très honorés. Et on voudrait remercier l'État d'Israël, les Vachem, la ville de Strasbourg qui nous reçoit ici. Et je veux aussi remercier tous les gens qui sont présents ici, qui nous font énormément aujourd'hui. Merci. À présent, la parole est à M. Jacques Sacher. Je reprends à la suite du discours de Sophia et de Lola la deuxième partie. Et c'est au début de ces farouches hostilités que commença ma vie. Né fin 1936, à l'est de l'Europe, l'air pour les Juifs était déjà devenu irrespirable à Berlin. Avec moi sous les bras, mes parents purent fuir et se posèrent à Paris, où très rapidement mon père s'engagera dans la Légion étrangère et ma mère cherchera un travail pour subsister. Mais le répit est de courte durée car Paris n'offre plus aucune sécurité fiable et ma mère ne pouvant à la fois assurer sa survie et me protéger efficacement se voit contrainte de me confier à l'OSE, œuvre de secours aux enfants, organisme pour enfants de toute confession, mais beaucoup d'enfants juifs durant la Seconde Guerre. Et l'OSE me placera dans une pouponnière à Limoges. C'est le premier miracle. Comme il vient de l'être indiqué par Lola et Sophia tout à l'heure, Robert Veil s'était mis à l'abri avec sa famille à Saint-Denis-les-Murs chez sa cousine. Il se trouve que cette cousine, que j'appellerai Dame Berthe, en raison de son autorité naturelle, de son authenticité et de son noble comportement, travaillait à la pouponnière de Limoges, que sa fille Irène, qui deviendra épouse Marchessou, un résistant, était employée par l'OSE pour un certain nombre de missions dans cette région, notamment dans le cadre d'une coordination entre les nombreuses maisons pour enfants existantes à cette époque dans le département. C'est donc ces deux femmes liées à la famille Veil qui eurent l'occasion de rapporter dans leur discussion la situation et la vie qui se déroulait dans cet habitement, et particulièrement le sort d'un enfant qui, en mai 41, avait déjà 4 ans, et qui, ayant dépassé la limite d'âge, ne pouvait plus être assimilé à un bébé, et donc restait en pouponnière. On comprend très bien que l'OSE, responsable d'un certain nombre d'enfants dissimulés dans cette pouponnière, et certainement aussi dans d'autres maisons servant d'abri, se trouvait face à un problème inconfortable à résoudre, et qu'il ne pouvait se permettre, sauf à courir un grand risque pour elle-même, mais aussi et surtout pour les enfants, de poursuivre cet hébergement.
C'est donc sous l'impulsion de Robert Weil et avec l'aide active et efficace de Dame Berthe et de sa fille Irène que la famille, après consultation de ses membres, accepta que ce soit recueilli auprès d'elle et confié officiellement à Isabelle Weil, et ce malgré les préoccupations personnelles concernant le sort de Robert Weil et d'une manière générale l'élargissement de la barrière des risques que ces mesures pouvaient provoquer. Isabelle Weil, qu'on appelait surtout Mamita, s'accommoda brièvement de cette nouvelle tâche qu'elle n'a jamais considérée d'ailleurs comme une charge et qu'elle a assumée avec dévouement. Elle a su montrer ses qualités et organiser autour d'elle et de ses 4 enfants, Louisa, Hilde, Émilie et Denise, dont chacune avait une partition à jouer, à la fois la vie quotidienne, orientée autour des impératifs de la sécurité, mais sans négliger ceux de l'éducation et de l'enseignement et de l'instruction. C'est aussi par son comportement à mon égard, par l'affection qu'elle a su et voulu me donner, qu'il s'est très rapidement créé un climat qui a démontré que j'étais une partie intégrante, solidement liée à la famille, que je vivais avec papa, maman et mes sœurs. Peut-être même, je dis peut-être même, car je ne voudrais pas paraître présomptueux, je pouvais être le fils qu'il n'avait pas vu. Je veux le dire ici devant les filles et les fils, les descendants de cette famille Weil, j'ai été considéré, élevé, éduqué, traité, aimé comme un fils. C'est-à-dire que dans cette époque si troublée, où les dangers et les privations de tous ordres sont si importants, grâce au dévouement de chacun, j'ai tout reçu de ce qu'un enfant doit recevoir pour avoir des chances de s'épanouir. J'ai gardé en mémoire beaucoup d'instantanés, des années passées entre 4 et 10 ans avec la famille Weil. Si je devais les reproduire, cela se ferait sous la forme d'une quantité de clips. Par contre, je n'ai aucun souvenir imprimé en moi, ni sonore, ni visuel, du jour de ma naissance à celui de mon arrivée à Saint-Denis-des-Murs. Ceci pour préciser que mes 4 premières années de vie, je ne garde aucun souvenir et que mon éveil et ma mémoire ne commencent qu'avec l'éveil. Ce ne sera que quelques années plus tard, vers la fin des hostilités, j'aurai presque 10 ans, que je verrai mes parents pour la première fois, je le mets entre guillemets, car eux ont dû me voir, mais je ne m'en souviens pas, lors d'un déplacement qu'ils eurent l'occasion de faire pour venir me voir à Guérin. Naturellement, tout s'explique, il faut replacer les difficultés diverses dans le contexte de la situation générale de l'époque, les conditions dans lesquelles j'ai quitté Berlin, mon très jeune âge, à peine 2 ans, les premiers temps vécus à Paris avant mon départ pour la Pouponnière. Je ne découvre la vie qu'avec les premiers visages que je rencontre auprès de la famille Weil, qui sera la mienne, celle dans laquelle je me suis éveillé et dans laquelle j'ai vécu plusieurs années, dans la tranquillité, dans la sécurité, dans l'insouciance, dans la quiétude d'un foyer qui était le mien et qui me protégeait. Je me situe dans un groupe d'enfants d'environ 5 ans pour restituer ces commentaires dans le ressenti le plus exact possible. Mais il est clair que ce n'est que beaucoup plus tard que j'aurai compris et analysé les conséquences et les circonstances de l'ensemble de ces événements. C'est donc ce même état d'esprit, celui d'un enfant de 5, 6, 7 ans que j'ai vécu et que je me souviens du transfert de la maison de Saint-Denis-des-Murs à celle de Guérindou dans le Limousin, de certains jeux où il fallait se cacher. Excusez-moi. À des nuits passées à l'extérieur ou chez les paysans dans d'autres fermes. D'avoir passé plusieurs jours avec Louisa du côté de Périgueux. D'avoir assisté au mariage de Louisa et de Hilde. Cette dernière, par ailleurs, ayant été une grande résistante, reconnue et honorée, grâce à laquelle, par ailleurs, nous obtenions des informations utiles. Et puis, Dieu merci, la fin des hostilités arriva. La famille repartit à Aubert-à-Montagne, plus près d'ici, 3-4 km, et m'emmena avec elle. Je vécus encore heureux de cette année, et l'ONE me ramena sur la région parisienne pour me remettre à mes parents, qui eux-mêmes avaient réussi à sauver leur vie et qui devaient repartir de zéro et tout reconstruire. Certes, entre-temps, j'avais été préparé à ce qu'une séparation se produise, dès que mes parents viendraient me chercher, mais je devais écouter ces informations d'une oreille distraite sans trop vouloir y croire. En arrivant à la fin de ce récit, ayant tout du moins, je l'espère,
atteint l'âge adulte, je mesure le chemin parcouru, je mesure la chance d'être encore en vie, et je mesure les démarches qui ont été nécessaires pour réussir à atteindre ce résultat. La première action importante à l'initiative de mes parents, quitter Berlin, puis me confier à l'OSE. Seconde action déterminante à l'initiative de l'OSE, que je remercie chaleureusement. J'avais invité deux personnes de l'OSE, mais je ne sais pas si elles sont apparemment non. Que je remercie d'avoir pressenti un danger et de m'avoir confié à Isabelle Vaël et sa famille, dont je viens de vous indiquer l'ensemble des bienfaits et des mérites qui leur reviennent. Au terme de mon intervention, je voudrais bien sûr remercier Yad Vashem d'avoir accordé cette médaille des Juifs, peut-être même l'une des dernières à Isabelle Vaël, qui a porté avec sa famille durant toutes les hostilités la lourde tâche de sauver un enfant qui n'était pas le sien, mais qui aurait pu l'être et qui était considéré comme tel. Au terme de cette intervention, je voudrais faire part sous la forme d'une question, un sentiment de culpabilité qui me poursuit. Pourquoi ai-je attendu aussi longtemps, près de 70 ans, pour solliciter la médaille des Justes? C'est peut-être aussi une question que vous vous posez. Il y a deux raisons. La première tourne autour de mon retour chez mes parents. Nous entrons là dans une autre histoire. Je dois avoir environ 11 ans quand je retrouve mes parents à Paris. La prise de contact est difficile et la vie quotidienne le sera aussi pendant assez longtemps. La raison principale, nous ne nous connaissons pas. Nous ne nous connaissons pas réellement et nous ne pouvons pas communiquer ensemble car nous n'avons pas la même langue. Ils me parlent calmement et moi français. Nous avons du mal à nous adapter à nos cultures devenues assez déloyées, du modèle de base correspondant à celui qu'auraient souhaité m'inculquer mes parents. Et bien entendu, je comprends bien au parcours qui a été le leur pendant que j'étais moi-même chez eux. Les années passent, je suis enrôlé pour le service militaire que j'effectue durant 30 mois en Algérie. À mon retour, à presque 24 ans, il y a une rupture amiable avec mes parents car je veux voler de mes propres ailes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'issue des parcours comme ceux de mes parents, ou comme le mien, même s'il a été heureux, que l'on soit adulte ou enfant, il subsiste forcément des séquelles plus ou moins sérieuses qui, pendant un certain temps, empêchent le fonctionnement normal de la réflexion et de l'existence. Je n'y ai pas échappé. Ce n'est qu'entre 25 et 30 ans qu'un déclic a dû se produire et que la clarté s'est faite dans mon esprit. C'est là aussi que j'ai compris le sacrifice qu'avaient dû consentir mes parents et les décisions adaptées qu'ils ont été obligés de prendre. C'est là aussi que j'ai mieux compris le rôle de l'OSE et l'adoption magique par les veilles. La seconde raison est liée à un doute personnel en relation avec la politique d'attribution par Yad Vashem des médailles pour les Justes. En effet, cette médaille est remise à tout le monde, et tout le monde l'accepte et le comprend, qu'à des personnes non juives ayant sauvé des Juifs en danger. Cette définition m'a très longtemps troublé et bloqué en raison de la judaïcité de Robert Veil, qui se trouvait être l'époux d'Isabelle Vaël et donc particulièrement impliqué. L'insistance de mon épouse et de mes enfants ici présents, la persévérance de membres de la famille en Israël, donc un couple évolué, merci Florent, et d'amis ont finalement eu raison de mon entêtement et j'ai donc entrepris la constitution d'un dossier de demande qui a abouti positivement le 14 novembre 2016. Donc je remercie particulièrement Yad Vashem Jérusalem et Yad Vashem Paris qui m'ont aidé pour la constitution du dossier, de l'issue positive de cette demande et de la célérité avec laquelle ce dossier a été étudié. Je remercie également de Mairie Strasbourg qui a bien voulu nous recevoir aujourd'hui généreusement dans ses locaux pour nous permettre de rendre un juste hommage à Isabelle Vaël. Et je remercie aussi M. Didier Cerf, qui en tant que représentant régional de Yad Vashem a su par sa maîtrise pourvoir à l'organisation de cette manifestation et dont l'expérience et le professionnalisme ont permis à l'approche de Noël, mais aussi de Hanouka, que cette journée soit un jour de recueillement, mais aussi un jour joyeux. Le nom d'Isabelle Vaël figurera très bientôt, à moins qu'il n'y figure déjà,
dans le grand jardin des Justes de toutes les nations à Jérusalem, sur les murs réservés aux personnes françaises non juives ayant sauvé des Juifs. Parmi celles-là déjà nombreuses, des autres pays ayant eu ce même comportement héroïque. Nous pourrons alors regarder le ciel tranquillement et voir parmi les millions d'étoiles qui scintillent dans le firmament, une plus lumineuse que les autres. C'est l'étoile du cœur de Mamita qui maintenant brille pour l'éternité. Merci à tous. On tenait à remercier tout particulièrement Jackie, si tu permets, à la fois de dire que Jacques Sarcher, oui d'accord, Jackie, mais aussi notre oncle, puisque tu l'as voulu, tu l'as bien mérité, et tu l'as toujours été. Merci beaucoup. La parole est à Madame la directrice de cabinet du préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, Juliette Trignat. Monsieur le maire adjoint, monsieur le ministre de l'ambassade d'Israël en France, monsieur le délégué du comité français de Yad Vashem, monsieur Sarcher, mesdames et messieurs les membres des familles Wagner et Veil, y compris ceux qui n'ont pu être là et qui nous suivent à distance. C'est avec beaucoup d'émotion que je me trouve parmi vous à l'occasion de cette cérémonie de la médaille des Justes parmi les nations à Madame Isabelle Veil. Nous rendons aujourd'hui hommage à la mémoire d'une femme qui, alors que se déroulait l'inacceptable, a choisi de se ranger du côté du bien, du côté de l'humanité, et de sauver une personne qui était la cible de la barbarie pour la seule raison qu'elle était juive. De cela, nous devons à jamais nous souvenir. C'est une exigence de fidélité pour la mémoire de ceux qui nous ont quittés, à qui nous devons être là dans un monde débarrassé de l'oppression nazie. Une exigence de transmission aux générations à venir, que brûle la flamme d'humanité, d'espoir, dont les hommes et les femmes, tels qu'Isabelle Veil et les autres membres de sa famille, ont su raviver l'ardeur. Ces hommes et ces femmes ne doivent pas tomber dans l'oubli, leurs histoires ne doivent pas rester muettes. C'est une exigence de leur donner une voix et de les élever à titre d'exemple. Comme le disait Simone Veil, l'autre Veil qui a déjà été citée, en honorant ceux qui ont refusé de se plier à la fatalité de la volonté exterminatrice de l'idéologie nazie, la médaille des Justes contribue à rétablir l'histoire de sa vérité. Cette décoration civile, créée par l'État d'Israël, vous l'avez rappelé, Monsieur le ministre, est la plus haute distinction décernée à des personnes non juives qui ont aidé des juifs menacés de mort ou de persécution. Elle récompense ceux qui, comme Isabelle Veil, ont sauvé des vies. Alors que partout dominait la guerre, la barbarie, engendrant pour les populations sous le joug de l'oppression une forme de banalisation de la mort et de la haine, cette vie sauvée résonne encore plus fortement. Car il semble toujours difficile de se remémorer le bien face à l'énormité du mal, toujours difficile de se réjouir pour des vies sauvées quand le massacre se compte en millions, toujours difficile d'éprouver de la gratitude quand la colère, l'injustice, la haine pourraient venir tout écraser. Rappelons-nous qu'en 1940, il y avait en France environ 320 000 juifs, et parmi eux, 76 000 furent déportés dans les camps de la mort, dont 11 400 enfants. Dans l'immense atrocité que j'aime souligner ces chiffres, des hommes et des femmes ont choisi de résister, ont choisi de cacher, d'aider, de se sacrifier parfois, de tout risquer pour l'autre pour sauver une vie. Madame Veil, elle, a sauvé une vie, celle de Jacques Sarcher, et nous avons eu l'occasion d'entendre son histoire étonnante, très touchante, et merci notamment mesdemoiselles et monsieur Sarcher pour votre récit. Je comprends qu'un lien désormais indéfectible unit les deux familles. À l'heure où désormais le spectre de l'intolérance semble ressurgir et où la communauté que nous formons ensemble est attaquée,
nous devons nous souvenir des conséquences de la lâcheté ordinaire qui ne veut rien voir et nous rappeler tout particulièrement l'exemple de ceux rares qui ont choisi la vie au péril de la leur. Cette famille qui a, en cette époque de violence, d'absence de repères et d'oppression, tout risqué pour un enfant inconnu, mérite notre reconnaissance, tant pour son action que par l'exemple qu'elle nous offre. Durant cette période où l'État renonçait coupablement à ses valeurs et devenait complice de la barbarie, Isabelle Veil a incarné les valeurs de liberté, de justice, de fraternité, abandonnées par le pays et ses institutions. En s'opposant à la mort de cet enfant, elle a résisté. Son action honore la République et je suis heureuse et honorée à titre personnel de m'associer à cet hommage, à cette remise de la médaille des justes et d'exprimer l'humble et profonde gratitude de la France à Isabelle Veil. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, pour clore cette belle cérémonie, nous écoutons la sarabande de la suite numéro 1 de Bach. Bravo. Ceux qui sont Léo, Jacques. La photo. On fait une photo. Qui c'est Léo. Léo, Muriel. Lisa, Myriam. C'est avec la famille avant, non?
bougez pas, les Sarchères vont se joindre à vous. Là, Mélodie, tout le monde. Il y avait ça. On est là. Henri et Nicole. Il n'y a plus de droit à l'image. Mesdames et messieurs, la ville de Strasbourg vous invite à partager le verre de l'amitié. Merci. Heureusement qu'on est ici, la pauvre Isabelle et moi, et la pauvre Louisa.